Et à la fin de la vidéo, ça t'explique c'est quoi qu'il y a de nouveau, c'est YFood. Alors surtout, tu t'en vas pas à quel? En 1999, une sonde martienne a été perdue lors de son insertion en orbite autour de la planète rouge de manière très conne. Le 23 septembre 1999, Mars Climate Orbiter brûle dans l'atmosphère martienne à cause d'une mesure en livres. Je vais vous expliquer. Connaissez-vous le système impérial? C'est un système d'unités de mesure où tout est bon pour mesurer des trucs, tant que c'est absolument n'importe quoi. Bon, en vrai, un paquet de vieilles unités de mesure font sens. À une époque où tout le monde se trimballait pas avec un mètre ruban dans la poche, 2 coudées, ça fait 2 fois la distance entre ton coude et tes doigts. Un pouce, ça fait la largeur de ton pouce, un pied, ça fait la longueur d'un pied, c'est pas déconnant. Sauf qu'évidemment, si tout le monde est à peu près gaulé pareil, ce à peu près devient vite gênant quand on a besoin de précision. De la même manière, aux premières heures de la mondialisation, il est vite devenu nécessaire de s'entendre sur le sens d'une once ou d'un grain, ou d'une pierre, si tout le monde n'a pas les mêmes. Oui, l'unité de poids, la pierre, la stone, ça existe et ça fait à peu près 6,3 kg. Mais ça marche que si tout le monde a le même référentiel. C'est une des raisons qui a vu l'émergence du système international, un système d'unités élégant, basé sur des trucs invariables, et où tout est relié, et où tout est multiple de 10. Dans un mètre, vous avez 100 cm. Un cube de 10 cm de côté fait 1 litre. Et 1 litre d'eau, ça fait 1 kg. Bon, je vous la refais pas, vous avez tous appris ça à l'école. En France, le système métrique est devenu en usage dès la période de la Révolution, mais en 1824, l'Angleterre entérinait encore par le Weights and Measures Act l'usage de leurs unités à la mort moelle-neu. Néanmoins, avec le temps, ils ont fini par se rendre à l'évidence. Leur système puait du cul. Jugez-en par vous-même. 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. 1 mètre, c'est 100 cm ou 1000 mm. Point. Chez les Anglais, une lieue, c'est 3 miles. Un mile, soit 1600 mètres, c'est 3 stades. Un stade, 200 mètres, c'est 10 chaînes. Une chaîne, 20 mètres, c'est 22 yards. Un yard, 90 cm, c'est 3 pieds. Un pied, 30 cm, c'est 3 mains. Une main, c'est 4 pouces. Un pouce, c'est 3 orges. Un orge, c'est 333 millièmes de pouce. Et 1 millième de pouce, c'est 1,44 TWIP qui... ça vaut 17,64 microns. Bon, donc tout ça pour dire que les roast beef, à un moment, ils se sont rendus à l'évidence, ce système, c'était bien au Moyen-Âge. Le système métrique est peu à peu devenu en usage, bien avant le Weight and Measure Act de 1985, le rendant officiel. Aujourd'hui en Angleterre, les deux systèmes sont utilisés, le système impérial étant encore en usage par habitude, mais sans être officiel. Vous commandez toujours une pinte qui fait 0,57 litres. Mais l'Angleterre a eu une période de son histoire où elle dominait le monde, et faisait la loi un peu partout. Et par faire la loi, je veux aussi dire imposer son système d'unité. Et une de ces anciennes colonies a décidé que, bien que tout le monde soit passé au système métrique, eux, ils allaient s'entêter avec les mesures impériales. Bienvenue aux États-Unis, le pays qui fait ce qu'il veut parce qu'il a raison, et si t'es pas d'accord, c'est exactement pareil. Bon, alors évidemment, ne mettons pas tout le monde dans le même panier. On n'est pas sur une chaîne YouTube de gauche. Les États-Unis sont un pays rempli de gens tout à fait respectables. Mais c'est aussi un pays avec une forte concentration de chauvins. Faut dire que ça va bientôt faire 100 ans qu'ils décident un peu tout seuls de ce qui se passe ailleurs dans le monde, donc à un moment, ça doit aussi un peu monter à la tête. Et une friction que les États-Unis ont avec le reste du monde, c'est leur entêtement à utiliser le système impérial, là où le monde entier a adopté le système métrique. Tiens, d'ailleurs j'ai une blague pour vous. Le 9 mm, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé de faire entrer le système métrique dans les écoles. Bon, et donc, quand on discute unité de mesure avec un Américain, globalement, on a 2 types de réponses. Si le mec est pas plus chauvin que ça, il va vous dire qu'il préfère le système impérial parce qu'il l'a toujours utilisé. Pensez-y une seconde. Figurez-vous 1 centimètre. Bon. Maintenant, figurez-vous 1 pouce. Bah ouais, quand on a toujours utilisé les mêmes repères, changer c'est chiant.
Un peu comme changer de monnaie quand on va à l'étranger, sauf que là c'est pour absolument tout. Volume, poids, longueur, tout est à revoir. Et heureusement pour eux qu'ils utilisent les heures et les secondes. Donc, reconnaître la simplicité du système métrique mais persister dans son usage du système impérial, en vrai, ça peut tout à fait se comprendre. Mais il y a aussi les chauvins, et ceux-là vous répondront simplement que leur système, en fait, il est mieux. Et un argument que j'ai entendu une paire de fois, c'est que tu peux faire le malin autant que tu veux avec ton système métrique. En attendant, c'est avec le système impérial qu'on a réussi à poser un homme sur la Lune. Alors, ouais, mais non. Car dans un pays dévoué au système impérial, il y a une agence qui a toujours utilisé le système métrique, c'est la NASA. C'est le système métrique qui a envoyé Armstrong sur la Lune. Bitch. Et que se passe-t-il quand le système impérial s'immisce dans les affaires de la NASA? Eh bien, il se passe 193 millions de dollars qui partent en fumée. En 1976, la première mission martienne à succès se pose. Ce sont les atterrisseurs Viking, dont on a déjà parlé, et dont le budget a frôlé le milliard de dollars. 17 ans plus tard, la NASA décide de remettre le couvert avec Mars Observer, la sonde la plus coûteuse jamais développée à l'époque, avec un budget de 813 millions de dollars. Oui, c'est moins qu'un milliard, mais les atterrisseurs Viking, il y en avait 2. Mais Mars Observer se tait 3 jours avant son insertion en orbite martienne, avant d'avoir pu apporter la moindre contribution scientifique. Et une facture à 800 millions pour rien, ça pique. La NASA décide donc de revoir sa stratégie qui sera baptisée Better, Faster, Cheaper, meilleur, plus vite, moins cher. En gros, l'idée est d'assembler de plus petites sondes, plus simples, qui seront lancées vers Mars à chaque fenêtre de tir, soit tous les 2 ans. Chaque mission doit être constituée d'un orbiteur et d'un atterrisseur. Les premières du genre sont la bien connue Pathfinder avec son petit rover Sojourner qui fonctionnera des semaines durant et l'orbiteur Mars Global Surveyor qui lui fonctionnera 9 ans. Histoire de contextualiser, Pathfinder c'est ça. Et Sojourner c'est ce petit truc. Aujourd'hui, les rovers martiens qu'on envoie sont gros comme des bagnoles. Bref, nous sommes alors en 1996, Pathfinder et Surveyor sont un succès total, et la NASA s'apprête à enchaîner sur la prochaine fenêtre de tir en 98. Ce coup-ci, les sondes s'appellent Mars Climate Orbiter et Mars Polar Lander. Climate Orbiter doit embarquer certains des instruments qui avaient été perdus sur Mars Observer, vous savez, la sonde à 800 millions, et comme son nom l'indique, Polar Lander doit se poser près du pôle pour étudier la calotte de CO2. Bon, cheaper, c'est sûr, c'est moins cher qu'avant, mais les 2 engins coûtent quand même près de 327 millions de dollars, développement, lancement et opérations comprises. À peine la fenêtre de tir s'est-elle ouverte que Mars Climate Orbiter décolle à bord d'une fusée Delta II le 11 décembre 1998. Le 3 janvier, c'est Polar Lander qui décolle dans les mêmes conditions. Climate Orbiter est alors parti pour un transit interplanétaire de 9 mois. Polar Lander est quant à lui lancé sur une trajectoire qu'il fera arriver 3 mois plus tard. Pendant son vol, la sonde déploie son panneau solaire et tout se passe globalement bien. Pour se positionner en orbite martienne, Polar Orbiter doit effectuer un aérofreinage. Le principe est assez simple. Chaque manœuvre spatiale coûte du carburant. Et le carburant c'est du poids, et le poids c'est du pognon. Moins vous avez de carburant, moins votre mission pourra fonctionner longtemps, parce que régulièrement il faudra faire des corrections de trajectoire et quand vous êtes à sec, c'est game over. Or, quand vous arrivez à pleine balle en vue de Mars après votre vol interplanétaire, il faut freiner. Sinon vous poursuivez sur votre lancée. Et freiner, ça coûte du carburant. Sauf si vous positionnez votre sonde sur une trajectoire qui lui fera lécher les hautes couches de l'atmosphère martienne. Si vous descendez trop près de la planète, vous brûlez dans l'atmosphère. Si vous passez trop loin, rien ne se passe. Mais si vous passez juste à la bonne altitude, l'atmosphère résiduelle va appuyer juste assez sur votre vaisseau pour le ralentir. Et ça sera autant d'économie de carburant. Maintenant qu'elle est en route, il faut calculer la trajectoire de la sonde avec précision afin de la positionner pile poil à la bonne altitude à l'arrivée. Histoire de compenser les écarts entre sa trajectoire théorique et celle fournie par la fusée, une première poussée de 19 mètres secondes est programmée le 21 décembre. Dans les mois qui suivent, de petits ajustements sont réalisés de moins d'1 mètre seconde. À ce moment-là, l'équipe au sol se rend compte que quelque chose cloche avec la trajectoire de Climate Orbiter, mais alors qu'ils allaient se pencher sur la question, un incident survient.
L'articulation du panneau solaire, qui sert à le conserver correctement orienté vers le soleil, déconne. La sonde, privée d'une partie de son électricité, passe en mode survie. Il faudra 6 semaines aux équipes de contrôle au sol pour régler le problème et faire en sorte que ça se reproduise pas à un moment critique. Et ouais, imaginez, au moment où la sonde doit effectuer une manœuvre, ça serait pas ouf. Bref, quand le problème est enfin réglé, les calculs indiquent qu'après une dernière manœuvre, la sonde passera à 173 km de Mars. C'est moins que les 210 qui étaient prévus, mais ça reste correct. Arrive alors le moment de l'insertion en orbite martienne, le 23 septembre 1999. Climate Orbiter replie ses panneaux solaires pour les protéger, et les communications sont réduites à leur minimum pour économiser les batteries. Les derniers calculs montrent un passage de la sonde à seulement 110 km. C'est peu, mais ça reste gérable. Au moment prévu, le moteur est mis à feu et tout fonctionne normalement. La poussée doit durer 16 minutes. Oui, parce que bon, la sonde réalise un aérofreinage, mais il faut quand même un petit coup de pouce avec le moteur. 5 minutes après l'allumage, la sonde passe derrière la planète, ce qui était tout à fait prévu, mais qui implique une perte de signal. Signal devant être récupéré 20 minutes plus tard de l'autre côté, et... non. Malgré toutes les tentatives de l'équipe au sol, la sonde reste muette. On pense d'abord que c'est juste un problème de communication, mais très vite, c'est la douche froide. La sonde n'est pas passée à 110 km de Mars, mais à 57. Vers 100 km, la chaleur des frottements a dû mettre plusieurs systèmes hors service, et vers 85 km, la pression dynamique de l'atmosphère martienne est tellement grande que la sonde s'est mise à culbuter sur elle-même. Ses organes les plus fragiles ont été arrachés, panneaux solaires, antennes, etc. Et le cadavre de la sonde a peut-être encore effectué une orbite avant de tomber définitivement sur la planète rouge. Mais comment s'est-elle retrouvée si près de Mars? Il faudra une commission d'enquête et l'épluchage systématique de toutes les données pour trouver la couille dans le potage. La sonde a été développée par Lockheed. Or, le logiciel qui contrôlait la poussée des moteurs de la sonde utilisait pour unité la livre par seconde. Une unité impériale. Alors que la NASA, à travers le JPL, attendait des données en newtons par seconde. L'unité internationale. Donc, à chaque fois qu'un ordre était donné au moteur, une poussée 4,5 fois trop forte était appliquée. Chaque correction de trajectoire pendant le transit de la sonde vers Mars la rapprochait un peu plus de son atmosphère. En décembre 1999, Polar Lander arrive, entre dans l'atmosphère et... plus rien non plus. D'après l'enquête qui suivra encore une fois, une erreur logicielle a fait s'arrêter les rétrofusées beaucoup trop tôt, ce qui a forcé Polar Lander à effectuer un lithofreinage d'urgence. Elle s'est écrasée comme une merde, quoi. Évidemment aussi, suite à ces deux pertes, la NASA n'emmène pas large, d'autant qu'elle vient aussi de perdre le télescope Wire, lui aussi faisant partie du programme à bas coût, à cause cette fois d'une fuite de liquide de refroidissement due à une malfaçon. Clairement, les sondes à pas cher, c'est pas une grande réussite. Mais la NASA ne compte pas pour autant revenir aux missions dispendieuses. Quoi qu'il en soit, les missions de 2001 sont quand même suspendues. Ceci aurait pu mettre un gros coup de frein à l'exploration martienne, mais c'était sans compter sur Mars Global Surveyor qui, rappelez-vous, était toujours en orbite et toujours en fonctionnement. Et la vaillante petite sonde va révéler que Mars n'a pas toujours été un désert aride. Au contraire, elle a même été couverte d'océans. Et ça va remettre un coup de pied au cul de l'exploration de Mars qui est aujourd'hui arpentée par Curiosity et Perseverance, qui ont suivi Spirit et Curiosity, sans compter les missions chinoises. Donc, la prochaine fois que vous verrez un Américain fier de lui affirmer que le système métrique c'est de la merde parce que c'est pas avec ça qu'on est allé sur la Lune, rappelez-vous que non seulement si, mais qu'en plus, quand le système impérial s'invite à la fête, ça finit en catastrophe. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure. Pour sortir sur Mississippi, aujourd'hui c'est une bonne nouvelle.
Dans 2 jours, c'est le début des calendriers de l'Avent. Moi, ça fait des semaines que j'attends. En vrai, ils devraient faire des calendriers de l'Avent. Comme ça, on mange des chocolats en attendant de manger des calendriers de l'Avent. Quoi Ah oui, c'est vrai, t'es tellement pas foutu de te tenir que t'en bouffes un par jour. Et donc, le plus meilleur, c'est que c'est bientôt Noël. Mais en attendant, c'est une autre bonne nouvelle. Waifoot, ils ont refait des gouttes de l'hiver. C'est comme les gouttes de l'été, sauf que c'est en hiver. Tu les bois pas à la plage avec des tongs et de la crème solaire, tu les bois avec un plaid devant la cheminée. Et dans les gouttes de l'hiver, il y a cookies, pomme cannelle et molle, c'est un fruit exotique, ça, c'est pas pour un coup de l'hiver, c'est un coup de l'été. Quoi? Bah oui, l'œil, une pomme cannelle, c'est ça, Astronoki qui m'en a ramené la dernière fois et il m'a dit de goûter. Mais non, c'est pas le, c'est à la pomme et à la cannelle, pas à la pomme cannelle. Ah, comme les gâteaux de Noël qu'il y a de la pomme et de la cannelle? Bah oui. Ah d'accord. Et le dernier coup c'est cacahuète. Mais cacahuète c'est pas non plus un coup de l'hiver. C'est pas le, stop, ils mettent bien ce qu'ils veulent. Oui mais... Non, stop. Bon d'accord. Donc comme d'habitude, c'est Waifoot, tu peux acheter tout qu'est-ce que tu veux, mais en ce moment, il y a les coups de l'hiver et cacahuètes. C'est pas le... Mais surtout, aujourd'hui, c'est le Schwarzfrita, mais le vrai quel. Donc si tu cliques sur le lien qui est dans la description ou que tu utilises le code Astrono YouTube, est 20% de réduction sur tout qu'est-ce que tu commandes. C'est 2 fois plus que d'habitude. Mais ça fait quand même tirer à Justine de Waifoot que comme coup de l'hiver, ils auraient pu faire raclette ou choucroute. C'est pas le... Fausse. Non, juste... non. Mais toi, tu es un rap à soi. Donc, te oublie pas, hein, le lien, il est dans la description. Hop là, la réclame, elle est finie. Sus.